Cette conférence est une nouvelle fois l'occasion pour nous d'accueillir Yves Clos. Vous aurez l'occasion de vous présenter, mais qui ne vient pas pour la première fois, donc c'est un soutien fidèle, on le remercie encore une fois. Et puis aussi de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, notre nouveau collègue, Antoine Bonnemain, donc, qui vient de rejoindre l'équipe d'ergonomie de l'université cet été, qui est donc maître de conférence avec nous. Et voilà, cette conférence sur une intervention qui conduise à deux, parce que je crois qu'elle n'est pas totalement terminée, c'est l'occasion pour nous aussi de vous présenter ce nouveau collègue que vous devriez revoir de nombreuses reprises à l'avenir. Merci d'être présents, aussi nombreux. Ça justifie qu'on continue de faire ça. Et puis je passe le micro aux orateurs. Bien, alors, on va essayer de traiter le titre qui est affiché. Agir sur la performance et la santé, expérimenter le dialogue sur la qualité du travail. L'hypothèse de cette rencontre-là, qu'on appelle conférence, c'est de mettre en discussion ce qu'on essaie de faire en coopération avec le service de la propreté de la mairie de Lille. Plusieurs années qu'on a commencé, et c'est de ça qu'il est question. C'est essentiellement Antoine Bonnemain qui va rentrer dans le détail. Et avant, je voudrais faire 2-3 précisions sur le cadre que nous utilisons pour, comment dirais-je, pour justifier notre action, au moins à nos propres yeux, sachant que ensuite on aura un peu de temps pour échanger. Un peu de temps, même un temps assez conséquent, puisque c'est pratiquement 1 heure. Donc, au fond, c'est une introduction à la discussion qu'on va essayer de faire en commun. Voilà, ça va mieux? Ça va mieux? Ça allait pas bien, c'est ça? Bon. Enfin, en tout cas, pour lui, ça allait pas bien. Ça suffit pour corriger le tir. Alors, vous voyez que le premier mot, c'est agir. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que j'espère qu'on va pouvoir discuter des conceptions de l'action. Évidemment, on fait de la recherche. C'est mon métier de base, j'allais dire. C'est même l'essentiel de mon activité professionnelle. Mais j'ai toujours aimé compléter la formulation ergonomique que vous connaissez, pour certains sans doute, qui consiste à dire il faut comprendre pour transformer. Et avec un peu de facétie, j'aime bien dire c'est important, mais c'est aussi très important de transformer pour comprendre quelque chose. Si on ne transforme pas, c'est très difficile de comprendre quoi? De comprendre comment l'action se met en place, quels sont les mécanismes de l'action, pour comprendre les obstacles de l'action et au fond, d'une certaine manière, pour penser aux modifications des cadres d'action dans lesquels on est placé. Donc, vraiment, si je veux utiliser un grand mot, l'épistémologie qui est derrière, c'est celle-là. Transformer pour comprendre. Alors, c'est emprunté massivement à Vygotsky, mais ça, on en discutera si vous le souhaitez après. Alors, ce que je veux faire, c'est dire un mot sur la santé, la performance et la qualité du travail. Bonsoir. Voilà, c'est sur ces mots-là. Je veux faire des commentaires sur ces 3 mots. Sachant que l'esprit de la chose, si je peux dire, c'est qu'au fond, on peut travailler sur ces problèmes-là qu'en essayant non pas de soigner les personnes au travail, mais de soigner le travail et de soigner les institutions dans lesquelles le travail se fait. C'est ça l'idée. Apporter du soin à notre propre travail, d'ailleurs, pour que dans les institutions, les organisations dans lesquelles on est convoqué à travailler,
au fond, les gens prennent petit à petit un peu plus soin du travail qu'ils font. C'est un peu ça. Mais ça, on pourra échanger encore. Alors, deux commentaires sur performance d'abord et sur santé. Je vais commencer par santé parce que, évidemment, les psychologues du travail que nous sommes, et même les ergonomes, hein, puisqu'Antoine a la double casquette, on est souvent interrogé sur cette question de la santé. Alors, disons les choses le plus verticalement possible. Pour ce qui nous concerne, je vais parler pour moi, pour ce qui me concerne, on travaille beaucoup ensemble. Hein. J'engage à moitié. Antoine, il peut toujours dire les choses différemment, bien sûr. Mais la santé, c'est pas l'absence de maladie. Si c'était si simple, ça se saurait. Et d'une certaine manière, c'est plus grave, parce que la conception qu'on se fait de la santé est encore plus grave pour les organisations du travail que celle qui la réduit à la maladie. C'est pas non plus, j'ai fini d'abord négativement, c'est pas non plus la satisfaction affichée. C'est pas parce que les gens disent que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils sont en bonne santé. Là aussi, si c'était comme ça, ça se saurait. Hein. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles les professionnels se défendent des difficultés dans lesquelles ils sont placés. Donc c'est pas la satisfaction affichée, c'est pas la maladie, c'est pas l'absence de maladie. Alors c'est quoi? Je le dis d'un mot. C'est le pouvoir d'agir sur ces situations, ou alors peut-être de façon plus affective, c'est la possibilité, au moins de temps en temps, pas toujours, ce serait très fatigant, mais au moins de temps en temps de se sentir à l'origine de ce qui nous arrive, à l'origine des choses, quoi. L'impossibilité de se sentir à l'origine des choses, durablement, jamais, c'est quelque chose dont régulièrement, au bout du compte, on fait une maladie. Belle expression populaire, d'ailleurs, vous le notez, en faire une maladie. De ne pas pouvoir être jamais à l'origine des choses. En faire une maladie. Voilà. Ça dit bien, je pense, l'origine, justement, des maladies, en particulier de tout ce qui relève de la psychopathologie du travail. Donc la santé, c'est plutôt ça. Alors j'aime bien, ça a l'avantage de permettre d'aller droit au but, j'aime bien m'appuyer sur une définition qu'a donnée Georges Canguilhem de la santé. Je la répète régulièrement parce que je trouve qu'elle mérite d'être ruminée. Voilà. Tant elle est cliniquement attestée, si je peux dire. Hein. Donc, être en bonne santé, mais de façon populaire, c'est bien se porter. Alors quand Guillaume dit « je me porte bien », lorsque je porte la responsabilité de mes actes, vous voyez que c'est l'idée de porter. Ça, je pense que c'est important, porter la responsabilité. Donc la santé, ce n'est pas quelque chose de finalement opposable à l'effort. Ça, c'est une idée convenue du café du commerce. La santé, ce serait quelque chose qui permet d'éviter les efforts. Si c'était encore comme ça se saurait. La santé, c'est un effort. Porter la responsabilité de ses actes. C'est pas simple. Hein. Dans le monde d'aujourd'hui et dans les organisations du travail telles qu'elles sont. Deuxièmement, dit Canguilhem, c'est porter des choses à l'existence. C'est-à-dire laisser dans le milieu professionnel où on travaille, finalement, quelque chose comme une empreinte ou sa signature. C'est-à-dire que le milieu soit affecté par notre initiative. Et ça doit se voir dans le milieu. Soit dans les équipes qu'on fréquente, soit dans les objets qu'on fabrique, soit dans les organisations qu'on contribue à faire fonctionner. Voilà. S'il n'y a pas d'empreinte, s'il n'y a pas de signature, autrement dit, si je n'existe pas en dehors de moi, dans le monde réel que je transforme, compliqué d'être en bonne santé. Et puis, troisième manière de poser le problème, la possibilité, quand Guillaume le dit à sa manière à lui, hein, c'est créer entre les choses des liens qui ne leur viendraient pas sans moi. Et là, on retrouve cette idée que
au fond, si les choses se mettent à avoir dans un milieu de travail donné, et franchement, c'est très souvent le cas aujourd'hui, des rapports indépendants de mes initiatives, indépendants de moi, autrement dit, si je ne suis pas à l'origine des choses, là, on retrouve ce que je disais précédemment. Voilà. Alors, la psychopathologie du travail n'est jamais loin. Et j'entends par psychopathologie du travail aussi les affectations du corps, pas simplement de l'esprit. Donc vous voyez, la santé, au fond, c'est la possibilité de développer son rayon d'agir dans le milieu, son rayon d'action. Et alors, si on veut le dire de manière plus subjective, son rayonnement dans le milieu. Quand les gens ne rayonnent plus dans leur milieu, et dans le rayonnement, il y a effectivement l'engagement subjectif de la chose. Mais il y a aussi le rayon d'action, c'est-à-dire la capacité d'affecter son milieu par son initiative. Autrement dit, si on veut s'occuper de la santé, il faut s'occuper de ça. Et si les gens sont dans une santé fragilisée, c'est qu'au fond, leur rayon d'action dans leur milieu est diminué, entamé. Voilà. Donc voilà, ça c'est la définition de la santé à partir de laquelle on s'engage dans le travail quand on nous demande de travailler. La performance, je vais en dire un mot parce que, évidemment, avec tout ce que je viens de dire là, c'est assez facile de dire ah oui, mais alors ça c'est le contraire de la performance. Alors je voudrais attirer l'attention sur le fait que on peut assumer absolument tranquillement la question de la performance. C'est important parce que chez les psychologues, surtout lorsqu'ils se piquent de faire de la clinique, ce qui est notre cas, l'idée de la performance, c'est que la performance, c'est le monde des autres. C'est la prescription, c'est le contrôle, c'est l'évaluation. Et donc la performance, au fond, si je veux parler vite, c'est le contraire de la santé. C'est ce qui abîme la santé. Alors je voudrais d'emblée récuser cette idée-là. Parce que si on raisonne comme ça, alors c'est compliqué d'avoir la conception de la santé que j'ai développée tout à l'heure. Voilà. Parce qu'il y a deux types, en gros, là je vais utiliser des mots différents, j'espère qu'on pourra en discuter. Deux types d'efficacité. À partir du moment où on considère que l'efficacité, non seulement c'est compatible avec la santé, mais l'efficacité, c'est la source de la santé. Vous voyez, en psychologie du travail, souvent, entre collègues, on n'est pas d'accord là-dessus. Donc, du coup, j'assume cette position tranchée et discutable. Il y a deux conceptions de l'efficacité. La première est une conception, j'allais dire, pragmatique, qui est dominante. On est efficace lorsqu'au fond, on atteint les objectifs qu'on nous a fixés. Et si on veut être un peu plus subtil, on dit les objectifs qu'on s'est soi-même fixés, individuellement ou collectivement. Ça, c'est la conception, j'allais dire, plate de l'efficacité, qui n'est pas fausse à mon avis, mais extrêmement limitée. Il y en a une autre, qui est plus conforme d'ailleurs à l'expérience de chacun d'entre nous, et beaucoup plus conforme à la définition de la santé que j'ai donnée, c'est que dans l'efficacité, il y a quelque chose de dynamique. C'est pas simplement atteindre les buts qu'on s'est fixés ou qu'on nous a fixés, mais en cours d'action. C'est très important. En cours d'action, au fond, découvrir des nouveaux buts auxquels on n'avait même pas pensé avant et auxquels personne n'avait pensé. La découverte en cours d'action d'objectifs qu'on ne s'était pas fixés et même qu'on ne nous avait pas fixés, pour avoir un résultat de l'action meilleur que celui qu'on pouvait imaginer au départ. Ça, vous voyez que si l'efficacité, ce n'est pas simplement atteindre des buts, mais produire des buts, alors ça a à voir avec la créativité. Il y a un lien organique entre efficacité, créativité et santé. Et donc on pourrait dire dans les interventions qu'on cherche à faire et celle qu'on a faite à Lille, au fond, c'est ce lien-là qui est à l'horizon. Alors, un dernier mot sur la qualité du travail, parce que, évidemment, tout ce que je viens de dire a à voir avec la possibilité de bien faire son travail. C'est facile à dire, ce que je viens de dire, mais compliqué à travailler. Bien faire son travail.
Alors c'est quand même extrêmement important si on mesure à quel point, dans les organisations d'aujourd'hui, le travail ni fait ni à faire est massif. Les choses dans lesquelles on ne se reconnaît pas, quoi. Les choses qu'on fait en sachant qu'il faudra les refaire parce que ça ne tient pas la route, parce que ce n'est pas défendable à ses propres yeux, aux siens, aux yeux de ses collègues, et même à l'extérieur. Voilà. Et c'est très important de faire le lien entre ça et les études, y compris statistiques et quantitatives dont on dispose, puisque maintenant on sait, grâce aux études de la DARES, qui est le service de statistique du ministère du Travail, on sait que quasiment 38% des salariés du privé et de la fonction publique hospitalière et territoriale, ça fait beaucoup, hein, quasiment 38 dans les deux cas, disent ne jamais ressentir le sentiment de la fierté du travail bien fait. Donc on a un vrai problème autour de cette question-là. Et au fond, nos interventions servent à agir, c'est le cas de le dire, sur cette question-là. Mais alors il y a tout de suite un problème sur lequel je vais m'arrêter pour qu'Antoine Monin enchaîne. Et j'espère que là aussi on pourra en discuter. Il y a un sacré problème parce que définir le travail bien fait, c'est compliqué. Et surtout, c'est soumis à des critères extrêmement différents, quoi. Quand vous dirigez une organisation, il y a un certain nombre de critères du travail bien fait qui ne sont pas complètement superposables avec les critères du travail bien fait du personnel de première ligne, du professionnel qui est en première ligne et qui doit faire le travail tous les jours. Ce n'est pas les mêmes critères du travail bien fait. Ce n'est pas une catastrophe, mais c'est une réalité. Et c'est encore plus compliqué parce que quand on travaille dans les équipes, et on y reviendra après l'action, là, quand on travaille dans les équipes, on s'aperçoit qu'à l'intérieur des équipes, les critères du travail bien fait ne sont pas les mêmes entre les professionnels. Et qu'il y a même des désaccords entre collègues de travail sur les critères du travail bien fait. Bon, nous, on en tire la conclusion que ces désaccords ne sont pas catastrophiques, sont même une source potentielle d'énergie. Mais d'abord, il faut accepter qu'il y a des désaccords à l'intérieur du collectif. Moi, je vais même un peu plus loin. J'aime bien dire que le collectif, c'est le désaccord institué sur la qualité du travail, pas entre les personnes, hein, d'accord ? Voilà. Et alors, on peut même encore aller plus loin, et c'est même ça qui devient de plus en plus intéressant, c'est que les conflits de critères, puisque je parle de ça, les conflits de critères sur la qualité du travail ou autour de la qualité du travail, ces conflits de critères, ils n'existent pas simplement entre hiérarchie et professionnels, ils n'existent pas simplement entre professionnels, mais ils existent à l'intérieur de l'activité de chaque professionnel. C'est-à-dire que mon activité, elle est soumise, si je peux dire, à des conflits de critères sur la qualité du travail. Voilà. Dans la discussion, on pourra revenir même, y compris sur mon activité actuelle, elle est affectée par des conflits de critères sur la qualité du travail. C'est quoi faire correctement le job quand je suis en train de le faire pour moi? Vous voyez, donc la qualité du travail, elle est conflictuelle, même dans l'activité de chacun. Du jour au lendemain, d'un jour à l'autre, mais même pendant. Et ça, le conflit, ce n'est pas forcément une catastrophe, quoi. Dans l'expérience qu'on va relater, justement, les conflits de critères ne sont pas regardés comme des obstacles, mais ils sont regardés comme des ressources pour transformer et pour l'action, à condition de les instituer, quoi. C'est-à-dire à condition de les instruire, de les travailler et d'en faire des sources d'énergie pour l'action. Voilà. C'est en gros ce que je voulais dire. Performance, santé, qualité du travail. Maintenant, je passe la parole à Antoine. Merci. Alors moi, je vais revenir sur l'action concrète, hein, à partir de là. Mais je voudrais d'abord rapidement remercier l'ensemble des collègues, hein, qui sont là, hein, je crois, tous ce soir, l'ensemble des collègues d'ergonomie et d'anthropologie,
d'avoir permis la réalisation de cette conférence. C'est important pour moi. Moi, j'arrive en poste ici, donc ça me permet de présenter mon travail. Et puis, ça me permet aussi d'en discuter, et c'est ça qui est important ensuite pour moi, et je crois aussi pour Yves, comme il l'a dit. L'intervention que je vais présenter maintenant, elle s'inscrit dans une forme de recherche qui porte sur l'intervention dans et sur l'organisation du travail, qui est un objet important de cette équipe. Donc la question, c'est comment faire pour agir pas uniquement sur des problèmes localisés, mais comment on peut faire pour agir sur l'organisation elle-même, afin qu'elle soit, d'une manière générale, sur des problèmes localisés, plus favorable à la santé et à la performance. Donc je vais revenir maintenant sur la méthodologie déployée au sein du service de propreté de la ville de Lille pour instituer dans l'organisation un dialogue sur les critères de qualité du travail afin de développer la performance et la santé. Alors juste une chose, c'est que c'est une intervention qui se poursuit encore actuellement, que je vais présenter. Et donc je vous présenterai également les résultats produits à ce stade. Je vais essayer aussi, je voulais dire ça, je vais essayer d'être à peu près clair, mais je le serai sans doute pas complètement, parce que c'est une intervention longue, c'est des problèmes d'action complexes. Et donc, il ne faudra pas hésiter ensuite à poser toutes les questions que vous voudrez, enfin en tout cas à ce qu'on réussisse à engager la discussion. Parce que j'allais dire, c'est surtout ça qui m'intéresse, je pense que je peux dire que c'est surtout ça qui nous intéresse. Voilà, alors, cette intervention, elle part d'une demande sociale qui nous a été adressée par la DRH de la ville, en lien avec le directeur du service de propreté. Et cette demande, elle porte sur leur volonté commune d'engager une réorganisation du service de propreté dans un dialogue à construire avec les agents de terrain. Autrement dit, on a fait ensemble avec ces commanditaires le pari que le dialogue professionnel sur la qualité du travail pouvait être utile pour penser la réorganisation du service. Et donc, on a proposé à partir de là de bâtir un dispositif d'intervention sur cette base, à condition d'expérimenter avec la direction, les organisations syndicales et les professionnels de terrain un dialogue sur la qualité du travail qui permette de tester, et ça c'est la seconde condition, des transformations concrètes du travail et de l'organisation plus favorables à la santé et à la performance. Et enfin, la dernière condition que nous posons comme un point de départ de ce travail, c'est la possibilité que cette expérimentation du dialogue, elle prenne comme point de départ, ça c'est très important, vous verrez ensuite, les analyses du travail produites par les agents eux-mêmes, et que ces analyses, elles puissent être rediscutées ensuite avec eux dans un cadre à inventer. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a bâti, construit 3 instances de dialogue distinctes au départ pour construire ce cadre de travail. D'abord, ce qu'on appelle un groupe de professionnels de terrain qui sont volontaires, un collectif de professionnels de terrain volontaires pour faire l'analyse de leurs activités de travail ordinaires au moyen de la méthode dite en autoconfrontation croisée. C'est une méthode qui consiste à organiser la comparaison entre collègues sur les manières de réaliser le travail à l'aide de traces vidéo de leurs activités. Et j'en dis pas plus, je présenterai ensuite un extrait de ces discussions entre agents du service sur la qualité du travail. Ensuite, un deuxième niveau, un comité de pilotage composé de la direction du service, de la direction au niveau de la ville en charge de la propreté, de la DRH de la ville, des intervenants
et des agents le moment venu. Et enfin, un comité de suivi composé par les secrétaires des différentes organisations syndicales, la DRH de la ville, la direction du service et les agents. Depuis le début de cette intervention, on a réalisé 7 autoconfrontations croisées, 9 comités de pilotage et 4 comités de suivi. Alors, on peut décrire la méthode d'intervention selon 3 phases, que je vais ensuite simplement reprendre une par une. La première phase, elle consiste à produire avec les agents de terrain une analyse de leurs activités de travail en les confrontant à ces activités préalablement filmées. La seconde phase, elle consiste à mobiliser cette analyse pour alimenter le dialogue entre décideurs, organisations syndicales et professionnels de terrain. Et la troisième phase, elle consiste à concevoir les moyens organisationnels pour instituer le dialogue entre ces niveaux de manière durable. Et donc je vais revenir maintenant sur chacune de ces phases méthodologiques. Alors la première phase, elle consiste à organiser un dialogue sur les critères de qualité du travail entre les agents de terrain, à partir d'une analyse fine réalisée avec eux de leurs activités quotidiennes de travail. Dans cette expérimentation, nous avions décidé avec la direction du service de débuter l'intervention au sein d'une seule équipe sur les 6 que compte le service, qui est l'équipe du quartier de Fives. Voilà, si certains connaissent Lille, voilà, c'est l'équipe qui est en charge de la propreté du quartier de Fives. L'enjeu dans ce premier temps consiste à organiser concrètement et à expérimenter les conditions d'un dialogue entre les agents sur le travail ordinaire au sein de cette équipe. Donc pour cela, nous avons filmé l'activité de travail des uns et des autres, puis l'échange a été organisé entre eux autour de ces films d'activité au moyen de la méthode en autoconfrontation. Donc ils sont placés dans ces cadres-là, en position de dire quelque chose sur leur activité et sur l'activité du collègue. Et c'est un processus donc, qui met au travail et qui peut du coup faire apparaître, on va le voir ensuite dans l'exemple, un certain nombre de conflits de critères auxquels ils ont affaire dans leur activité de travail ordinaire. Donc je vais vous présenter maintenant un extrait des dialogues qui ont eu lieu entre eux. Il y en a un, il enlève les sacs et puis avance. Et l'autre, il met les autres. Tu vois ? Que moi, non. Là, je freine. Ouais. Il y en a un, il descend. Ouais. Il se démerde avec la rue là. Et l'autre, il reste. Comme ça, je fais aller-retour là. Et après, je vais rechercher. D'accord. Tu vois, comme ça, Et je l'autre, peux pas pendant ce faire. temps-là, il prend tous les... Ouais, comme ça, l'autre, il fait tout la rue là. Tu regardes comme Pascal, il va prendre les sacs et il va partir. Toi, c'est ce que tu fais. Ouais, lui, il part. Regarde comment il va faire. Ouais, mais après, toi, t'es embêté. Tu dois refaire un grand tour pour continuer ta rue. Mais non, parce que même je fais le tour. Je fais rue... Comment ? La rue Ferrer, je la fais en même temps. Et après, je reviens et après, je continue. Ouais, mais c'est chiant. Tu reviens sur tes pas. Ouais, Si non. t'en laisses Ouais. un, tu fais comme ça. Ça se trouve, il y a des avantages aussi à faire comme ça. Non, parce que tu fais le tour. Après, tu reviens sur tes pas. Non, c'est parce que tu gagnes au niveau de la rue Ferrer qui est faite. T'es tranquille. Ah, mais moi, ça, je le fais après. Quand je descends la rue Philadelphie. Ouais. Ouais, Tu vois, donc quand tu je fais la vois, rue Philadelphie, ouais, tu vas en face. je tourne. Ouais. Et après, je descends rue d'Aguesso. Ouais, bah, je te dis, chacun il fait. Je te dis, on n'a pas du tout les mêmes façons de travailler. Ouais. Et... Mais ça serait quoi l'avantage? Moi, j'ai pas compris l'avantage de faire comme ça. Là. Parce que toi, si tu le fais comme ça, c'est que... Ouais, c'est parce que c'est moi qui veux le faire comme ça. Ouais, et puis, Tu vois, et puis comme tu as de l'expérience, c'est aussi que c'est efficace de faire comme ça. Ouais, peut-être la tienne, elle est peut-être aussi, parce que j'ai jamais essayé de faire comme lui. Mais peut-être que ça serait peut-être aussi bien de faire comme il fait Christopher. Mais quand tu fais ça, faut que le gars derrière, Il sache, il garde, non, il garde 2 sacs avec lui. Pour. Des vides, ouais. Pour les 2 corbeilles qu'il y a. Dans la devant, nouvelle devant rue. le kebab, c'est tout. Devant le kebab. Ouais, c'est tout.
et Ouais, que l'autre mais il part c'est- avec le rouleau. Et au lieu de les trimballer, il les pose au bord. à Ah chaque ouais, fois. comme ça, après Comme l'autre, ça, en l'autre passant, derrière, il les prend. en passant, il les ramasse. Nickel, Et... ouais. Et lui, il est pas embêté. Tu vois, parce que ceux-là, les supports pour tenir le sac, Ouais. ils sont super chiants. Donc Ah. tu perds énormément de temps. Ouais, c'est la merde. Hein. Donc en fait, c'est pour ça que l'autre, je le laisse tout seul. Il est tranquille tant que nous, on finit aller-retour. Et au moins, tu perds pas de temps du tout. Oh là 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 là, sa grand-mère. Oh putain. C'est des petites bêtes. Oh putain. Non. Si, si, il y en a un qui est venu par là, l'autre il est parti de l'autre côté, et le troisième, je sais pas par où. Oh là là là, sa grand-mère. Ils font de la mécanique là. Il y en avait un autre. Arrête, tu me fais peur. C'est que là, toi, tu tapes pas là. Bah non, je m'en fiche, moi. Moi, j'ai pas peur des rats. Bah après, tu vois que je suis pas non plus collé au conteneur, hein. Tu vois, je le prends de loin. Regarde. Oh là 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 là, sa grand-mère. Tu vois, quand même, je suis pas collé, tu vois. Ouais. Je prends mes distances. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Mais regarde, l'autre fois, Guy, c'est comme ça qu'il est monté sur sa main. Il tirait le conteneur et il est monté sur son bras. Là. Ouais, Comme là, ça, il faisait? Ouais, ben voilà, il prenait le conteneur pour le ramener à la tasse et il est monté sur son bras. Il est sorti du conteneur et il est sorti de son côté, il y avait le bras. Il s'est Donc ça veut dire que dans cette situation-là, potentiellement, ça peut arriver. Ouais, bah ouais, apparemment. Ça. Pour éviter qu'il y a des rats et tout. Tu mets le bouchon tu mets un conteneur tout, je dis. Ah ouais, c'est Tu ce mets que le je- bouchon tout neuf, le truc Ça y est, au-dessus il y a tout plus de neuf. rats, il y a plus de rats. Comment veux-tu que le rat il rentre? Il rentre pas. S'il y avait un entretien, Ben oui. Ce serait, Parce voilà, qu'il y a un bouchon là. en dessous normalement. Et le bouchon là, bah, si tu regardes, il n'y en a pas, t'as vu? Mais il n'y a même pas de porte déjà. Regarde. Ouais. Et non, mais s'il y a les bouchons, il ne peut pas rentrer par. tu Ouais, vois, ouais, c'est il peut clair. pas sauter. Ouais, ouais, ouais. Mais Déjà. il rentre par le trou. S'il Voilà. ferme le trou, ben, déjà, on a moins de. Il n'y a pas de rats. C'est sûr que tu n'as pas de rats. Faut mettre des bons conteneurs. En fait. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on entend dans cet extrait? On entend d'abord la capacité de diagnostic des agents de terrain. On voit aussi leur capacité d'initiative. On voit comment ils réalisent des arbitrages et comment ces arbitrages peuvent être différents entre eux face aux conflits de critères dans leur activité. Par exemple, ici, le conflit rapidité, efficacité sur le choix du trajet de collecte, ou celui entre le risque de morsure et la manière de tirer le container. Au fond, ils discutent du travail ordinaire qui consiste à arbitrer ce genre de conflit. On entend également, surtout dans le premier extrait, la difficulté éprouvée à discuter boulot entre collègues. Le cadre méthodologique les contraint, en quelque sorte, à discuter de ce qu'ils ne discuteraient pas volontiers habituellement entre eux. Donc il y a une forme d'intériorisation du conflit de critères, en ce sens précis, qui ne se discute pas ni dans le collectif, ni avec la hiérarchie. Cette intériorisation est reliée à une forme de renoncement à dire qu'on retrouve dans beaucoup de milieux professionnels et qui est un renoncement coûteux pour la santé, j'allais dire, parce qu'on ne peut pas du coup agir sur son travail, ni avec ses collègues, ni avec la hiérarchie. Donc ça, c'est principalement ce qui ressort de ces échanges. L'intervention, elle crée un cadre qui rend ces discussions possibles, mais il faut bien voir une chose, c'est que ce sont des discussions qui n'existent pas dans l'organisation telle qu'elle est. C'est le cadre méthodologique qui provoque ces discussions-là. Donc ce sont ces éléments-là qui sont objectivés en quelque sorte par les agents dans ces cadres de dialogue et qui remontent ensuite dans les instances que j'ai présentées tout à l'heure.
Cette première phase, elle vise à organiser ce que nous appelons le développement de la fonction psychologique du collectif de travail, c'est-à-dire la possibilité pour que l'activité des uns puisse faire ressource pour l'activité des autres face au conflit de critères dans l'activité. Elle produit essentiellement deux résultats. D'abord, c'est un dialogue qui permet aux agents de discuter entre eux de leur manière de faire et qui peut produire des effets en retour sur leur manière de faire. Et puis, c'est un dialogue qui permet aux agents de diagnostiquer les problèmes de travail qu'il faudrait pouvoir résoudre avec la hiérarchie. Les problématiques concrètes dans le travail qui se situent en dehors de leur périmètre, on pourrait dire. Comme c'est le cas du problème de container qu'on a vu dans les extraits précédents, par exemple. Alors, la seconde phase, elle organise cette fois ce que nous appelons le développement de la fonction sociale du collectif de travail dans l'organisation. Autrement dit, comment le collectif peut-il être un moyen de coopérer avec la hiérarchie pour agir sur l'organisation du travail, y compris pour agir sur le dialogue social. Dans la poursuite de l'intervention, il faut bien à un moment donné que ces dialogues réalisés entre les agents trouvent un destin à d'autres niveaux de l'organisation pour que les problèmes de travail relevés par les agents puissent être rediscutés dans la perspective d'être traités. On organise alors ici la migration des dialogues réalisés entre les agents, ce que vous avez vu, grâce à un montage filmé, au sein d'une part du comité de pilotage, pour agir sur l'organisation avec la direction, et au sein d'autre part du comité de suivi, pour agir sur l'organisation à partir du dialogue social. Le collectif devient dans ces comités un interlocuteur pour la hiérarchie et les organisations syndicales, et un moyen pour tous de discuter en présence des professionnels des problèmes du travail réel. Donc voilà deux photos qui illustrent les deux premiers comités de pilotage, le premier sans les agents et le second avec eux, et où les problèmes repérés dans l'analyse se rediscutent avec la hiérarchie. Au cours de ces premiers comités, je précise une chose, c'est que le travail des intervenants consiste pour l'essentiel, et je vais le dire comme ça, à empêcher les dirigeants de traiter directement les problèmes soulevés par les agents de terrain, comme ils ont tendance à le faire d'habitude, sans voir que ce traitement immédiat refoule paradoxalement le dialogue qui s'est initié avec les agents. Autrement dit, dans cette intervention sur l'organisation, c'est bien le dialogue qui est premier. On cherche à installer les conditions d'un dialogue durable qui permettent de transformer les situations de travail à l'initiative des agents eux-mêmes. On ne cherche donc pas à traiter directement les problèmes repérés, mais à faire en sorte qu'ils soient pris en charge dans le dialogue entre les agents et leur hiérarchie pour finalement être traités. Mais vous voyez, ce n'est pas le même ordre. À l'issue de ce second comité, deux agents de l'équipe ont été désignés par leurs collègues afin de représenter le travail réel dans ces instances dans la poursuite de l'intervention. Ils sont appelés des référents métiers et ils sont chargés de discuter et d'instruire les problèmes auprès de leurs collègues, de les formaliser au sein d'une base de données, puis d'en discuter avec leur hiérarchie pour y trouver des réponses concrètes. Donc l'extrait que je vais vous diffuser maintenant illustre la manière dont ces deux référents, à ce stade de l'intervention, réalisent la collecte des problèmes sur le terrain auprès de leurs collègues, puis la manière dont les problèmes se discutent entre référents et hiérarchie pour trouver et mettre en œuvre des solutions concrètes au sein d'une instance de traitement dédiée dans le service de propreté. Donc ici, vous allez voir, la discussion entre référents et hiérarchie porte sur le problème du conteneur qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je vais, dans la foulée, passer un petit extrait des échanges qui ont pu avoir lieu également au sein d'un des comités de suivi avec les organisations syndicales pour agir sur l'organisation, cette fois-ci
à partir du dialogue social. Et ensuite, je dirai un petit mot, je présenterai la troisième phase et je repasserai la parole à Yves pour qu'il puisse conclure. Le cadre de ces comités permet donc de faire du collectif, par la voix des deux référents que vous avez pu apercevoir sur l'image, un interlocuteur pour travailler le dialogue social et l'organisation, en centrant les discussions sur les problèmes concrets à résoudre dans le travail quotidien. À l'issue de cette seconde phase, la parole des agents, comme vous le voyez, ou peut-être comme vous le sentez, enfin, j'espère, enfin, pour en discuter, est devenue plus utile dans l'activité de chacun pour penser le travail et son organisation. Les résultats obtenus à ce stade ils seront reconnus par tous, par l'ensemble des parties prenantes, à la surprise des agents de terrain, pour qui, pour le dire rapidement, au départ, rien n'était possible, et à la surprise de la direction qui découvre, pour le dire vite aussi, l'initiative possible des personnels de terrain. La troisième phase, c'est celle de l'institution durable du dialogue sur la qualité du travail expérimenté jusque-là. On se pose ici la question suivante. Comment l'organisation peut-elle continuer à faire sans nous ce qu'elle a d'abord expérimenté avec nous dans l'intervention ? C'est au cours de cette phase que nous avons conçu et formalisé, à partir de l'expérience faite, un dispositif organisationnel, une procédure écrite, qui décrit le fonctionnement prescrit du dialogue sur la qualité du travail, avec l'idée d'inscrire dans la tâche de chacun et dans l'institution le fonctionnement de ce type de dialogue. On cherche, avec la hiérarchie et les professionnels qui sont parties prenantes, à ce que ce dialogue devienne une nouvelle habitude dans l'organisation. On cherche à ce qu'il devienne incontournable pour les uns comme pour les autres, afin d'éviter que les problèmes à résoudre du point de vue des agents ne soient à nouveau refoulés. C'est au cours de cette phase que la généralisation du dispositif a été envisagée pour l'ensemble des équipes du service. Et donc, la solution retenue, ça a été d'organiser l'élection d'un référent par équipe, élu par ses pairs et formé par les référents de l'équipe de FIV, à exercer son activité de référent. Donc je vais vous diffuser maintenant, et ce sera le dernier film, et ensuite je finirai, un extrait de ces élections au sein de deux des équipes du service. Alors, cette nouvelle organisation du service, dont je ne peux pas revenir sur chaque point, mais cette nouvelle organisation du service a été nommée DPQS, Dialogue professionnel sur la qualité du service. Elle vise à structurer le dialogue aux différents niveaux et entre les niveaux. Chaque équipe élit en son sein, tous les 6 mois, un agent qui sera chargé du dialogue entre collègues et avec la hiérarchie au sein de l'instance dédiée du service de propreté. Depuis maintenant 1 an, cette instance se réunit 1 fois par mois en présence des 7 référents élus du service, des agents de maîtrise de chaque équipe et de la direction. Les problèmes sont priorisés et mis à l'agenda par les référents à l'issue des échanges avec leurs collègues. Ils font ensuite l'objet des échanges dans l'instance pour y trouver des réponses pratiques. Le process de dialogue résumé est donc le suivant. Chaque référent réalise la collecte des problèmes auprès de ses collègues 1 fois par semaine sur un temps dédié. Il doit ensuite prioriser et discuter ces problèmes avec sa hiérarchie de proximité pour les traiter. Puis, lorsque c'est nécessaire, soumettre ces problèmes dans l'instance pour engager le dialogue avec la direction du service. Enfin, chaque solution mise en œuvre doit être validée par les agents concernés sur le terrain pour pouvoir considérer le problème traité avant sa réouverture éventuelle. À ce jour, une 60aine de problèmes relevés par les référents dans l'échange avec leurs collègues ont été discutés, traités et validés par les agents des différentes équipes. Les agents font donc davantage, je le dis comme ça, on pourra y revenir aussi, davantage autorité aujourd'hui auprès de leur hiérarchie.
leur point de vue pèse davantage dans les décisions qui sont prises sur leur travail, ce qui est un facteur de santé, bien sûr, hein, en termes de pouvoir d'agir, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi un facteur de performance, puisque les problèmes peuvent se traiter dans un dialogue renouvelé. Mais ce pouvoir d'agir gagné par les agents sur leur activité doit faire l'objet également d'un nouveau rapport social entre la direction et les organisations syndicales pour éviter que les problèmes ne soient à nouveau refoulés. J'allais dire même sans mauvaise intention. C'est le rôle aujourd'hui du comité de suivi dans lequel les agents sont présents que d'organiser concrètement une veille, une sorte de veille sur le fonctionnement du dispositif, de cette nouvelle organisation. Régulièrement, ce comité se réunit pour évaluer son bon fonctionnement ou ses dysfonctionnements, ou délibérer sur les problèmes qui ne peuvent se traiter qu'à ce niveau de l'organisation. C'est donc sous cette forme-là que cette nouvelle organisation du dialogue sur la qualité du travail pour développer la performance et la santé existe à la mairie de Lille. Et je termine en disant que ce genre de dispositif, qui n'est pas le seul, il y a trois, enfin, dont celle-ci, il y a 3 expérimentations qui ont été conduites dans cet esprit-là. L'une notamment par Jean-Yves Bonnefond chez Renault, à l'usine de Renault-Flin, et une autre dans un EHPAD en Normandie, conduite par Mylène Zitoun. Ce genre de dispositif a vocation à se déployer ensuite plus largement dans l'organisation. Et la poursuite de l'intervention à Lille, elle s'engage actuellement au sein d'un autre service, a priori celui de la petite enfance, à partir de la contribution technique et de l'expérience accumulée par les 2 agents référents, les 2 premiers agents référents du dispositif de l'équipe de FIV. Donc c'est à partir de leur expérience à eux que on va chercher avec la direction qui le demande à élargir ce type d'organisation au sein de la collectivité. Voilà, donc je repasse la parole à Yves qui va conclure et ensuite on pourra discuter. Bon, j'aimerais autant qu'on commence à discuter, mais en écoutant Antoine, évidemment, je me suis reposé des questions de notre propre action parce que tout ça, c'est bourré de conflits, bourré d'obstacles. Hein, et quand on écoute ça, on a le souvenir qui revient des moments où le dispositif est en danger, voire des moments où les référents décident d'arrêter parce que c'est trop difficile, parce que le rapport social avec la direction est très lourd. Pour beaucoup des dirigeants avec lesquels ces référents ont été amenés à travailler dans le cadre qu'on a proposé, les éboueurs, qu'on appelle d'ailleurs les agents de la propreté, hein, c'est plus propre, j'allais dire, sont absolument transparents. Ils n'existent que lorsque le public se plaint de la saleté des rues, quoi. C'est à ce moment-là qu'ils existent, les référents. Et là, on n'a pas besoin de faire des hypothèses malveillantes sur des personnalités inattentives à autrui. C'est l'organisation qui produit cet aveuglement-là. Donc le travail sur cet aveuglement organisationnel passe par un développement de l'organisation. Et quand je réfléchis, c'est juste pour favoriser notre discussion, quand je réfléchis aux conditions par lesquelles, j'allais dire, s'est opéré ce renversement de ce qu'on pourrait appeler le renversement de l'initiative sur l'agenda organisationnel. C'est-à-dire, au fond, qui décide des problèmes d'organisation qu'il faut résoudre?
Et on peut décider avec beaucoup de bienveillance que c'est tel problème d'organisation qu'il faut résoudre pour les opérateurs. C'est assez classique dans les managements les plus humanistes, et il y en a. Hein. Le bon management consiste à au fond, fabriquer le bon agenda des problèmes d'organisation. Par exemple, on peut décider que c'est très important de mettre à l'agenda de l'organisation les politiques de QVT, qualité de vie au travail, quoi, pour développer le bien-être du personnel. C'est d'autant plus, ça vient d'autant plus facilement à l'esprit que c'est dans les tuyaux du management public et que donc les organisations sont incitées à s'occuper du bien-être des salariés. Et vous voyez que la question de, finalement, le point d'entrée dans l'agenda organisationnel est une question très importante. Là, par exemple, à Lille, bien qu'on ait affaire à une grande municipalité, hein, la ville de Lille, c'est une très grande collectivité territoriale, quoi. L'entrée dans le problème ne se fait pas par la QVT. Il se fait par... alors on a fini par appeler ça dialogue sur la qualité du travail, hein, ou qualité du service, mais il se fait sur la base de l'instruction des problèmes par les éboueurs eux-mêmes, dans ce service-là en tout cas, avec le problème du transfert sur d'autres services. Vous voyez, ce problème de l'initiative de l'agenda dans l'organisation, ça c'est une question très importante, ce qui ne veut pas dire que l'initiative suppose qu'ensuite l'instruction et la solution du problème puissent être faites simplement par les éboueurs, c'est tellement plus compliqué. Et du coup, il y a du conflit. Parce que entre la manière dont les éboueurs posent le problème et la manière dont les services techniques, en particulier, on le voit d'ailleurs dans le petit film, entre les services techniques l'ont posé et ont même le sentiment qu'ils ont apporté des solutions qui leur avaient été demandées, c'est le cas sur les conteneurs. Évidemment, ils sont mis à découvert par l'idée que les solutions qu'ils avaient cru trouver en réalité ne fonctionnent pas, qu'ils ne le savaient même pas et que d'une certaine manière, ils l'ont déjà résolu une fois, ils ne voient pas bien pourquoi, ils reprendraient la question, quoi. Puisque c'est solutionné, puisqu'il n'y a pas eu de critiques qui sont arrivées jusqu'au service technique. Donc il y a quand même même si dans les films que tu as présentés, il n'y a pas de centration là-dessus, en permanence, on pourrait dire, l'émergence de conflits sur l'évaluation des situations. Et autrement dit, l'intervention, c'est quand même une intervention qui produit des conflits. Ça, c'est un sacré problème pour les intervenants quand même, parce qu'on n'est pas là pour, j'allais dire, résoudre simplement des conflits, encore que ce soit souvent utile et même possible, mais on est là aussi pour en produire, quoi. Voilà. Et alors, peut-être la dernière chose, c'est comment se fait-il, j'avoue que je me pose encore la question, hein, comment se fait-il qu'à un moment donné, des éboueurs puissent faire autorité sur leur travail, quoi. Je ne dis pas avoir l'autorité, parce que qui a l'autorité, c'est ceux qui ont le pouvoir hiérarchique et organisationnel, et on ne va pas faire comme si ce n'était pas le cas, même si le contrat de subordination n'organise pas la fonction publique. J'allais dire que l'esprit de subordination n'a pas besoin du contrat pour exister. Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, ceux qui ont l'autorité parviennent à entrer dans un dialogue authentique, hein, ce que j'appelle dialogue authentique, c'est un dialogue dans lequel on trouve des solutions auxquelles personne n'avait pensé jusqu'à là. Et c'est une manière de définir l'authenticité du dialogue, hein, pas par le juste milieu, quoi, mais par la production de quelque chose de nouveau qui n'avait été anticipé par personne, et même d'ailleurs par les éboueurs. Comment ça se fait que ça fonctionne, ça? Comment expliquer que ces éboueurs fassent autant autorité pour que l'autorité habituelle, j'allais dire, pas simplement compose, mais entre dans
dans un dialogue sans savoir d'avance quels sont les problèmes qui vont être posés et quelles solutions on va pouvoir donner. Voilà, comment expliquer ça? Alors, j'avais envie d'insister là-dessus parce que je crois que c'est l'essentiel. Ça se fait, il me semble, parce que justement les petits documents vidéo qu'on a partagés, discutés avec les éboueurs d'abord, les hiérarchies à tous les niveaux, ensuite les référents, les petits documents vidéo montrent non pas des éboueurs entre eux qui ont un point de vue, qui défendraient auprès d'une direction, mais parce que justement ils montrent des éboueurs qui sont en train d'instruire des conflits de critères entre eux. Autrement dit, c'est leur, je vais forcer le trait, c'est leur division qui fait leur autorité. Alors, leur division, pas leur, je ne dire pas la guerre entre eux, parce qu'on ne cherche pas à produire ça, bien sûr. D'ailleurs, on cherche à produire aucune guerre, hein. Peut-être même à l'éviter. Mais c'est leur capacité, finalement, à supporter et même à rechercher les conflits de critères pour arriver à découvrir des choses que personne ne voyait jusqu'ici. Autrement dit, c'est leur désaccord sur le travail. Surtout quand il est, j'allais dire, organisé avec les petits documents que vous avez vus, vous avez vu que les désaccords ne sont pas des désaccords qui mobilisent l'agressivité, hein. C'est des désaccords qui peuvent passer par l'humour, mais il y a des désaccords très importants entre eux. Et c'est la possibilité de vivre avec la direction les désaccords qu'on a, qui d'une certaine manière donnent du crédit à leur discours. Parce qu'au fond, on voit des gens qui travaillent à trouver des choses qui ne sont pas directement à leur portée. Ils travaillent. Ils font l'effort de comprendre ce qui leur arrive et éventuellement de trouver des solutions nouvelles. C'est cet effort-là qui fait autorité. Et évidemment, je pense que c'est... Enfin, évidemment, on ne devrait jamais dire des choses pareilles, quoi. Je fais l'hypothèse que c'est cet effort-là qui, d'une certaine manière, en impose dans le fonctionnement du dispositif. On impose, non pas au sens encore d'une subordination inversée, hein, parce que ce n'est pas le cas, ils continuent à être éboueurs derrière les bennes, et ça reste un travail difficile. Mais ça en impose dans l'organisation. Et je pense que cette question-là, elle ne passe pas par... paradoxalement, elle ne passe pas par l'unité, mais elle passe par la possibilité d'assumer la comparaison et la différence entre eux. Bon, je termine là-dessus et je me propose qu'on discute. Hein. Merci.